Ça, c'est très, très intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel nous avait averti un de nos collègues de notre conseil scientifique, Alain-Jacques Vallon, qui est le maître de Mme Costagliola et de M. Ravo, et qui nous avait dit on vit dans une époque qui est fascinante, très intéressante, M. Azalbert connaît, c'est-à-dire que l'accès de la science à tout le monde grâce à l'informatique et à Internet va entraîner une révolution, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder aux données et les analyser. Et ça, c'est une révolution. Alors là, j'ai pas pris François en l'occurrence, mais j'ai pris Agoravox, qui fait des analyses mathématiques, scientifiques extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Et alors, eux se sont intéressés à un des aspects qui, moi, m'a beaucoup frappé, qui est la disproportion entre ce que raconte Yanis, c'est-à-dire 56% du temps d'information pendant l'année 2020 a été consacré au Covid-19, avec des modifications de notre vie, des comportements sociaux, pour quelque chose qui... Est-ce que ce phénomène-là est un phénomène qui avait cette importance-là? Or, nous, ce que nous avons vu, bien sûr, si on peut mourir de ça, en particulier si on ne s'occupe pas de tout de vous, si on vous dit de rester à la maison en prenant une Doliprane, vous pourrez mourir plus jeune. Mais nous, l'âge moyen de la mortalité ici, chez les patients hospitalisés, est de 81 ans. C'est-à-dire, c'est l'espérance de vie actuelle en France. Donc, chez nous, par définition, on calcule comme ça l'espérance de vie, quelle est la mort d'une classe d'âge à un moment donné, ne peut pas être modifiée par la mortalité pour le Covid-19. C'est pas possible puisque c'est l'âge de l'espérance de vie. Et donc on peut regarder ailleurs qu'est-ce qui se passe. Et alors eux, ils ont regardé, et bien sûr il y a un biais. Alors si on vous montre l'augmentation du nombre de morts, bien entendu il y a de plus en plus de morts, mais la population augmente. D'accord ? Donc ça doit amener à réfléchir tout de suite. La population en France à la fin de l'année 2020 était plus importante que celle de l'année 2019. Donc ça veut dire que comme la population augmente, bien entendu, mathématiquement, il y a une partie plus importante de la population qui meurt. N'oubliez pas qu'on n'est pas immortels, tous. Donc il y a une proportion de la population qui meurt. Ensuite, il y a un phénomène qui se passe, c'est que notre population vieillit et que donc la proportion des gens qui meurent va augmenter en fonction du vieillissement de la population, en particulier du fait que la grande bosse démographique des pays occidentaux, qu'on appelle les baby-boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés après la guerre, est en train d'arriver, là, maintenant, à l'âge qui est la fin de l'âge. Et donc, si vous regardez ce qui s'est passé en France sur la mortalité, c'est très intéressant. C'est ce que je dis aussi, mais c'est pas moi, c'est un document, encore une fois, d'Agoravox, c'est amusant. Si vous voyez, vous regardez la mortalité par tranche d'âge, et vous voyez que toutes les tranches d'âge ont vécu plus longtemps, jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans, il y a eu, en 2020, moins de morts. C'est intéressant. Donc ça commence après. Ça commence après, et bien entendu, après 88, 90 ans, là ça rediminue parce que la population est si faible que ça ne peut pas se marquer. Donc il n'y en a plus, il y a de moins en moins là. Donc au-delà de 100 ans, monsieur, il y a tellement peu de centenaires, ils ne sont pas morts encore. Et donc on voit que, bien entendu, c'est une maladie des gens âgés. C'est une maladie qui tue les gens âgés, comme les infections respiratoires en général tuent les gens âgés. Alors ici, on a regardé, donc c'est pour ça que, ça m'a fait plaisir de reparler des trottinettes, vous voyez, c'est que si vous mourrez d'un accident de trottinette ici à 20 ans, vous perdez une espérance de vie de 61 ans. Si vous mourrez ici à 82 ans, il en faut, vous voyez, 60 pour compenser la perte d'espérance de vie d'un gosse qui meurt en trottinette. Donc c'est les chiffres, bien entendu, les statistiques disent exactement. Chercher, il disait, je ne crois qu'aux statistiques que je fais moi-même. Là, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de Agoravox. Mais vous voyez qu'il y a une manière différente d'interpréter les choses qui est... Mais ça vient contre ce bruit médiatique infernal qui parle du nombre de morts et pas du nombre d'années perdues. Ce qui n'est pas du tout pareil. Moi, j'ai fait le calcul dans la région PACA, puisque j'avais toutes les données, la mortalité, par l'INSEE, c'est pas mes chiffres. La perte d'années de vie dans la région PACA, c'est 0.
dans la région PACA. D'accord ? Bien sûr, il y a eu plus de morts, mais comme nous, quand on a regardé ici, il y a 88% des gens qui sont morts ici qui avaient moins de 90% de chances d'être vivants 1 an plus tard. C'est-à-dire que leur espérance de vie était de 1 an, chez les gens qui sont morts ici. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas comparer ça à la mort de quelqu'un qui a 60 ans d'espérance de vie devant lui, c'est pas raisonnable. Et donc quand on vous livre à la télévision, on vous livre ça et ça seulement, le nombre de morts, on vous raconte une histoire qui est une histoire, qui fait du buzz, qui fait de l'histoire, mais qui ne représente pas nécessairement la réalité. Et donc si vous regardez l'espérance de vie selon les années, vous voyez ici, c'est la courbe générale. Bien entendu, c'est stationnaire. Après, si vous passez avant 2010, bien sûr, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Donc, même jusqu'en 2015, elle était plus courte que ce qu'elle a été cette année. Mais vous voyez que donc, par rapport aux autres années, il y a une fois, on est un peu en dessous de la tendance générale, parfois au-dessus de la tendance générale, mais il ne s'est pas passé un accident particulièrement spectaculaire. D'accord ? Ça ne justifie pas 56% de l'information tous les jours pendant 1 an. C'est pas raisonnable. Ça rentre dans une... Mais si vous regardez, il y avait des choses qui étaient exactement identiques avant et pour lesquelles d'ailleurs j'étais reçu avec la même bienveillance. Quand on est passé à la vaccination à la rougeole obligatoire, d'accord ? Aux 2 injections de la rougeole. Je dis, écoutez, on a une couverture vaccinale, qu'est-ce qu'elle est ? Mais elle est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Qu'est-ce qui se passe qui est tellement terrible ? La rougeole, c'est entre 1 et 3 morts par an. D'accord ? Est-ce qu'on fait un plan national pour 1 à 3 morts par an ? 1 à 3 morts par an, et généralement, les gens qui meurent, ça, en dehors de la couche de la population qui n'est pas vaccinée parce que la loi ne prévoit pas de les vacciner, c'est les enfants de moins d'1 an, qui sont ceux qui font les formes les plus graves, eh bien, c'est parce que c'est dans des communautés dans lesquelles personne n'est vacciné dans la communauté. Et ceux-là, pour les vacciner, vous pouvez faire le vaccin obligatoire si vous voulez, c'est pas sûr que vous y arriviez. D'accord ? Donc, en dessous d'un certain niveau, qui fantasme sur la herd immunity, le pays qui était le mieux vacciné en Europe, c'était le Portugal. Ils ont eu plus de cas que nous. Ils avaient un taux de vaccination qui était absolument extraordinaire. Donc, il y a une limite, si vous voulez, à partir de laquelle de tomber en dessous de une unité, ça demande des efforts qui dépassent les capacités vaccinales ou les capacités de conviction. Les seuls qui aient atteint 100% de vaccination, c'était les pays à l'époque de Staline, mais autrement, c'est pas possible. Il y a toujours les gens qui échappent à travers le truc. Et donc voilà le nombre de décès annuels, vous voyez, en France, qui montre que déjà on est parti sur quelque chose qui est d'une ampleur absolument extraordinaire. Alors après, moi je crois pas à l'organisation. Je pense que les systèmes ont leurs défauts, hein, et que donc dans un système dans lequel l'argent est une valeur si importante, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Et donc la question ce dont il est question dans les conflits d'intérêts, ce sont les contre-pouvoirs. Les gens dont le métier est de gagner de l'argent, gagnent de l'argent, c'est leur métier. Si vous les empêchez pas de gagner de l'argent au-delà de ce qui est raisonnable, eh bien, ils gagnent de l'argent au-delà de ce qui est raisonnable. Donc les bénéfices de Gilead pour une molécule qui marche pas, ça a quand même été 1 milliard d'euros l'année dernière. Et là, les bénéfices prévus de Pfizer pour cette année, c'est 19 milliards. Donc c'est des sommes. Donc vous ne pouvez pas lutter avec un petit THU de cette nature-là. C'est impossible de lutter contre des financements de cette nature-là. C'est pas raisonnable, c'est pas possible. Donc c'est la loi qui doit s'occuper de ça. C'est pas à nous de nous occuper de ça. Et la question est pas radicalement différente dans ce domaine-là, dans la corruption, et pas radicalement différente. Si vous regardez, il y a quelqu'un qui nous a fait une très très bonne description de ça, de la lutte contre le tabac. C'est les mêmes armes, c'est la même chose, c'est de la même manière que ça marche. Exactement, et vous n'êtes pas encore au bout du tabac. Le tabac, c'est toujours vendu, c'est toujours extrêmement florissant. Et moi, j'ai connu très bien quelqu'un qui était au budget au plus haut niveau, qui faisait attention de ne pas augmenter trop le prix du tabac, parce qu'il ne fallait pas que la consommation baisse trop tôt, parce que ça diminuait des ressources pour l'État qui sont considérables. Donc c'est bien si ça diminue un peu, mais il ne faut pas que ça s'écroule, parce que les recettes diminuent de manière très significative. Donc Noam Chomsky disait ça, un des éléments vraiment
les plus importants de l'OMC, de l'Office mondial du commerce, dans la discussion avec l'Inde, c'était d'obliger les Indiens à accepter la vente du tabac américain en Inde. Donc on signait pas d'accord mondial de commerce si cette clause ne faisait pas partie de la... Il y a des États entiers en Inde où il est interdit de fumer. Hein. Donc il y a une lutte vraiment efficace en Inde contre la lutte contre le tabac. Donc les mécanismes qui ont été analysés parce qu'ils se reproduisent de la corruption par l'industrie du tabac sont des mécanismes comparables. Moi, je vous conseille beaucoup de lire cet article qui est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il montre qu'en réalité, bien entendu, ça se situe à tous les niveaux, les niveaux et ce que disait Mathieu ou ce que disait Dominique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une conférence payée par l'industrie pharmaceutique n'a pas l'impression qu'il est corrompu. Et il se rend bien compte que, s'il réfléchit 2 minutes, ou si on lui dit, il se rend bien compte qu'en réalité, il ne peut pas être invité par quelqu'un et l'insulter au milieu du repas. Enfin, ça se fait pas. C'est donc... les gens qui font des conférences qui sont payées, par définition, sont biaisés. C'est pas possible qu'il en soit autrement. C'est la nature qui est comme ça. C'est même pour ça qu'on les invite. Et donc, je vous conseille de lire ça, parce que c'est un philosophe qui a réfléchi là-dessus, et c'est très intéressant. Et donc, vous pourriez dire, très bien, donc il faut absolument favoriser le financement public pour le différencier du financement privé. Mais cette année, tous les prix de l'INSERM, vous voyez, les prix de l'INSERM ont été corrélés significativement avec les financements de l'industrie pharmaceutique. Donc alors, Madame Costaglia n'est pas médecin, donc on sait qu'elle a des conflits d'intérêts parce qu'elle les a déclarés, donc elle reçoit de l'argent, des filles, y compris de Gilead, d'accord. Madame Montré a reçu 40 000 euros. Vous voyez, il y a Nampada 133 000 quand même sur le temps. Vous voyez, donc, alors après tout ça, moi je considère qu'en dessous d'une certaine somme, c'est marginal. Je ne dis pas qu'il y a... Enfin, il y a des gens qui reçoivent de l'argent de manière très significative. Et donc, l'INSERM n'a pas besoin de les payer un peu... Enfin, le Grand Prix de l'INSERM, je vous rassure, il n'y a pas d'argent. Mais je sais que je l'ai reçu. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin d'être récompensés. Vous voyez, les membres du CEMIT, c'est-à-dire des maladies infectieuses, les plus payés. Celui qui est le plus payé de tous, c'est Rafi. Donc, c'est lui qui m'a menacé le lendemain du jour où j'ai parlé de l'oxychloroquine. Et il a été condamné maintenant, quand même. Madame Lacombe a été mise en examen. J'ai porté plainte contre elle. Vous voyez que c'est la numéro 4. Les autres, j'en ai pas parlé parce qu'ils ont... Moi, je considère que chacun de nous a une opinion. Les liens d'intérêt et les conflits d'intérêt ne sont pas la même chose. Quelqu'un qui a des liens d'intérêt dans un cadre légal, mais qui ne s'exprime pas sur le domaine avec lequel il a des liens d'intérêt, il n'est pas de même nature que quelqu'un qui recommande un traitement ou son contraire, publiquement ou dans une office institutionnelle. C'est d'ailleurs la définition du conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est pas de recevoir de l'argent, c'est de parler de quelque chose qui concerne ce par quoi vous avez reçu de l'argent. Donc, Molina, tout ça, c'est des gens qui sont extrêmement hostiles à la... Yazampada, donc, au conseil scientifique, c'est lui qui dirige l'Institut maintenant. Stahl, nous avons porté plainte contre lui, c'est lui qui dirige le journal de maladies infectieuses en France, vous voyez. Lui, Chidiac, c'est le responsable des maladies infectieuses au Haut Comité de Santé Publique, et Tatevin est le président de la SPILF, qui a expliqué que c'est nous qui influencions mal les Africains qui ont une mortalité qui est à peu près 10 fois inférieure à la nôtre, en leur suggérant d'utiliser l'hydroxychloroquine. Donc, les liens d'intérêt, moi je considère que les liens d'intérêt et les conflits d'intérêt ne sont pas de même nature, c'est-à-dire que on vit dans un système qui est ce qui est, c'est un système libéral, c'est un système capitaliste. Moi je suis... L'éthique d'ailleurs, ça veut dire l'adaptation aux mœurs. C'est pas la morale éthique, c'est l'adaptation aux mœurs. Donc, il faut s'adapter aux mœurs de la civilisation dans laquelle on est. Moi, si je vivais sous Staline, je serais peut-être au Parti communiste, j'en sais rien. Je serais adapté aux mœurs. Donc, peut-être pas. Mais, en tout cas,
l'éthique, c'est d'être adapté aux mœurs de son pays. Voilà, on doit être adapté aux mœurs de son pays. On peut pas faire autrement, d'ailleurs, parce que sinon, puisque c'est les mœurs qui déterminent le droit, on va en prison. Mais à côté de ça, être adapté aux mœurs, ça veut dire que si on permet effectivement que les gens aient de multiples activités tout en ayant de grandes activités hospitalo-universitaires, c'est une chose. Mais cela étant, ce qui pose un problème, c'est de paraître comme un conseiller alors qu'on a plusieurs maîtres. Et que donc celui qui vous paye est votre maître. Donc une fois qu'on admet que celui qui vous paye est votre maître, bien il faut l'admettre comme dans les mœurs. C'est-à-dire que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous lui obéissez. Donc celui qui paye décide. Et ça, c'est le monde capitalistique, libéral, dans lequel nous vivons. Donc c'est le rôle de l'État de se défendre contre l'abus de pouvoir que pourrait avoir l'argent sur les décisions qu'il prendrait. Et c'est ce qu'il a fait en général. Moi, je suis frappé pour voir le contrôle du financement des partis politiques et des politiques, dont on voit encore des conséquences avec, par rapport à ce que c'était il y a 30 ans. Je ne veux pas décrire les mœurs il y a 30 ou 40 ans, mais ce n'était pas du tout les mêmes. Hein. Et donc, ceci a été régulé. Il n'y a pas de raison que ceci ne soit pas régulé. Et une des raisons, sauf qu'une des raisons, ça nous a été très très bien exprimé, mais très rapidement par Rich dans sa conférence, une des raisons, c'est que la santé et l'industrie pharmaceutique et vaccinale a un côté messianique. C'est-à-dire, on dit c'est pour le bien. Et donc, la suspicion est beaucoup moins forte que quand on vous vend du pétrole ou quand vous vendez même du tabac. Dans du tabac, on ne vous disait pas que c'est pour de l'heure, on dit c'est bien, ça vous met en forme, c'est bon, mais on ne vous disait pas que c'est pour votre bien. D'accord ? Et donc là, le fait que ce soit censé être pour notre bien fait qu'on a une indulgence pour des mœurs que l'on ne tolère plus dans les autres domaines. Et donc, je regardais, encore une fois, c'était la réflexion que je me faisais devant la présentation d'Adalbert, il y a quand même une correspondance assez notable entre le niveau de corruption dans les pays riches et la mortalité par Covid dans les pays riches. Je pense qu'à un moment, ça serait vraiment intéressant de faire une étude de corrélation, mais moi j'ai vu à vue de nez, c'est significatif. Très bien, merci.